Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, partie 4. Chapitre 24. Le lendemain, nous avions déjà oublié nos douleurs passées. Je m'étonnais tout d'abord de n'avoir plus soif, et j'en demandais la raison. Le ruisseau qui coulait à mes pieds, en murmurant, se chargea de me le répondre. On déjeuna et l'on but de cette excellente eau ferrugineuse. Je me sentais tout ragaillardi et décidé à aller loin. Pourquoi un homme convaincu comme mon oncle ne réussirait-il pas avec un guide industrieux comme Hans et un neveu déterminé comme moi? Voilà les belles idées qui me glissaient dans mon cerveau. On m'eût proposé de remonter à la cime du Sneffels, que j'aurais refusé avec indignation. Mais il n'était heureusement question que de descendre. « Partons !» m'écriai-je en éveillant par mes accents enthousiastes les vieux échos du globe. La marche fut reprise le jeudi à 8 heures du matin. Le couloir de granit, se contournant en sinueux détours, présentait des coudes inattendus et affectait l'imbroglio d'un labyrinthe. Mais, en somme, sa direction principale était toujours le sud-est. Mon oncle ne cessait de consulter avec le plus grand soin sa boussole, pour se rendre compte du chemin parcouru. La galerie s'enfonçait presque horizontalement, avec 2 pouces de pente par toise, tout au plus. Le ruisseau courait sans précipitation en murmurant sous nos pieds. Je le comparais à quelques génies familiers qui nous guidaient à travers la terre, et de la main je caressais la tiède naïade dont les chants accompagnaient nos pas. Ma bonne humeur prenait volontiers une tournure mythologique. Quant à mon oncle, il pestait contre l'horizontalité de la route, lui, l'homme des verticales. Son chemin s'allongeait indéfiniment et au lieu de glisser le long du rayon terrestre, suivant son expression, il s'en allait par l'hypoténuse. Mais nous n'avions pas le choix, et tant que l'on gagnait vers le centre, si peu que ce fût, il ne fallait pas se plaindre. D'ailleurs, de temps à autre, les pentes s'abaissaient. La naïade se mettait à dégringoler en mugissant, et nous descendions plus profondément avec elle. En somme, ce jour-là et le lendemain, on fit beaucoup de chemin horizontal et relativement peu de chemin vertical. Le vendredi soir, 10 juillet, d'après l'estime, nous devions être à 30 lieues au sud-est de Reykjavik et à une profondeur de 2 lieues et demie. Sous nos pieds s'ouvrit alors un puits assez effrayant. Mon oncle ne put s'empêcher de battre des mains en calculant la roideur des pentes. « Voilà qui nous mènera loin !» s'écria-t-il, « et facilement, car les saillies du roc font un véritable escalier. » Les cordes furent disposées par Hans de manière à prévenir tout accident. La descente commença. Je n'ose l'appeler périlleuse, car j'étais déjà familiarisé avec ce genre d'exercice. Ce puits était une fente étroite, pratiquée dans le massif, du genre de celle que l'on appelle faille. La contraction de la charpente terrestre, à l'époque de son refroidissement, l'avait évidemment produite. Si elle servit autrefois de passage aux matières éruptives vomies par le Sneffels, je ne m'expliquais pas comment celles-ci n'y laissèrent aucune trace. Nous descendions une sorte de vis tournante, qu'on eût cru faite par la main des hommes. De quart d'heure en quart d'heure, il fallait s'arrêter pour prendre un repos nécessaire et rendre à nos jarrets leur élasticité. On s'asseyait alors sur quelques saillies, les jambes pendantes. On causait, en mangeant, et l'on se désaltérait au ruisseau. Il va sans dire que, dans cette faille, le Hansbach s'était fait cascade, au détriment de son volume. Mais il suffisait, et au-delà à étancher notre soif. D'ailleurs, avec les déclivités moins accusées, il ne pouvait manquer de reprendre son cours paisible. En ce moment, il me rappelait mon digne oncle, ses impatiences et ses colères, tandis que, par les pentes adoucies, c'était le calme du chasseur islandais. Le 11 et le 12 juillet, nous suivîmes les spirales de cette faille, pénétrant encore de 2 lieues dans l'écorce terrestre, ce qui faisait à peu près 5 lieues au-dessous du niveau de la mer. Mais le 13, vers midi, la faille prit, dans la direction du sud-est, une inclinaison beaucoup plus douce, environ 45 degrés. Le chemin devint alors aisé et d'une parfaite monotonie.
Il était difficile qu'il en fût autrement. Le voyage ne pouvait être varié par les incidents du paysage. Enfin, le mercredi 15, nous étions à 7 lieues sous la terre et à 50 lieues environ du Sneffels. Bien que nous fussions un peu fatigués, nos santés se maintenaient dans un état rassurant et la pharmacie de voyage était encore intacte. Mon oncle tenait heure par heure les indications de la boussole, du chronomètre, du manomètre et du thermomètre, celle-là même qu'il a publiée dans le récit scientifique de son voyage. Il pouvait donc se rendre facilement compte de sa situation. Lorsqu'il m'apprit que nous étions à une distance horizontale de 50 lieues, je ne puis retenir une exclamation. « Qu'as-tu donc » demanda-t-il. « Rien, seulement je fais une réflexion. »« Laquelle, mon garçon ? » ?»« C'est que, si vos calculs sont exacts, nous ne sommes plus sous l'Islande. »« Crois-tu ? » ?»« Il est facile de nous en assurer. » Je pris mes mesures au compas sur la carte. « Je ne me trompais pas, dis-je. Nous avons dépassé le cap Portland, et ces 50 lieues dans le sud-est nous mettent en pleine mer. »« Ainsi, m'écriai-je, l'océan s'étend au-dessus de nos têtes. »« Bah, Axel, rien de plus naturel. N'y a-t-il pas à Newcastle des mines de charbon qui s'avancent sous les flots ?» Le professeur ne pouvait trouver cette situation fort simple, mais la pensée de me promener sous la masse des eaux ne lassa pas de me préoccuper. Et cependant que les plaines et les montagnes de l'Islande fussent suspendues sur nos têtes, ou les flots de l'Atlantique, cela différait un peu, en somme, du moment que la charpente granitique était solide. Du reste, je m'habituais promptement à cette idée, car le couloir tantôt droit, tantôt sinueux, capricieux dans ses pentes comme dans ses détours, mais toujours courant vers le sud-est et toujours s'enfonçant davantage, nous conduisit rapidement à des grandes profondeurs. 4 jours plus tard, le samedi 18 juillet, le soir, nous arrivâmes à une espèce de grotte assez vaste. Mon oncle remit à Hans ses 3 riksdals hebdomadaires et il fut décidé que le lendemain serait un jour de repos. Chapitre 25. Je me réveillai donc le dimanche matin sans cette préoccupation habituelle d'un départ immédiat. Et, quoique ce fût au plus profond des abîmes, cela ne laissait pas d'être agréable. D'ailleurs, nous étions faits à cette existence de troglodytes. Je ne pensais guère au soleil, aux étoiles, à la lune, aux arbres, aux maisons, aux villes, à toutes ces superfluités terrestres dont l'être sublunaire s'était fait une nécessité. En notre qualité de fossiles, nous faisions fi de ces inutiles merveilles. La grotte formait une vaste salle. Sur le sol granitique coulait doucement le ruisseau Fidèle. À une pareille distance de sa source, son eau n'avait plus que la température ambiante et se laissait boire sans difficulté. Après le déjeuner, le professeur voulut consacrer quelques heures à mettre en ordre ses notes quotidiennes. « D'abord, dit-il, je vais faire des calculs, afin de relever exactement notre situation. Je veux pouvoir, au retour, tracer une carte de notre voyage, une sorte de section verticale du globe qui donnera le profil de l'expédition. Ce sera fort curieux, mon oncle, mais vos observations auront-elles un degré suffisant de précision ? Oui, j'ai noté avec soin les angles et les pentes. Je suis sûr de ne point me tromper. Voyons d'abord où nous sommes. Prends la boussole et observe la direction qu'elle indique. Je regardai l'instrument et après un examen attentif, je répondis « Est, quart sud-est ». « Bien », fit le professeur en notant l'observation et en établissant quelques calculs rapides. J'en conclus que nous avons fait 85 lieues depuis notre point de départ. Ainsi, nous voyageons sous l'Atlantique ? Parfaitement. Et dans ce moment, une tempête s'y déchaîne peut-être, et les navires sont secoués sur notre tête par les flots de l'ouragan ? Cela se peut. Et les baleines viennent frapper de leur queue les murailles de notre prison ? Sois tranquille, Axel, elles ne parviendront pas à l'ébranler. Mais revenons à nos calculs. Nous sommes dans le sud-est, à 85 lieues de la base du Sneffels, et d'après mes notes précédentes, j'estime à 16 lieues de la profondeur atteinte. 16 lieues, m'écriai-je. Sans doute. Mais
C'est l'extrême limite assignée par la science à l'épaisseur de l'écorce terrestre. Je ne dis pas non. Et ici, suivant la loi de l'accroissement de la température, une chaleur de 1500 degrés devrait exister. Devrait, mon garçon. Et tout ce granit ne pourrait se maintenir à l'état solide et serait en pleine fusion. Tu vois qu'il n'en est rien et que les faits suivant leur habitude viennent démentir les théories. Je suis forcé d'en convenir, mais enfin, cela m'étonne. Qu'indique le thermomètre? 27 degrés 6 dixièmes. Il s'en manque donc de 1474 degrés, 4 dixièmes pour que les savants n'aient raison. Donc, l'accroissement proportionnel de la température est une erreur. Donc, Humphrey Davy ne se trompait pas. Donc, je n'ai pas eu tort de l'écouter. Qu'as-tu à répondre? Rien. À la vérité, j'aurais eu beaucoup de choses à dire. Je n'admettais la théorie de Davy en aucune façon. Je tenais toujours pour la chaleur centrale, bien que je n'en ressentisse point les effets. J'aimais mieux l'admettre en vérité que cette cheminée d'un volcan éteint, recouverte par les laves d'un enduit réfractaire, ne permettait pas à la température de se propager à travers ses parois. Mais sans arrêter à chercher des arguments nouveaux, je me bornais à prendre la situation telle qu'elle était. Mon oncle, repris-je, je tiens pour exact tous vos calculs, mais permettez-moi d'en tirer une conséquence rigoureuse. Va, mon garçon, à ton aise. Au point où nous sommes, sous la latitude de l'Islande, le rayon terrestre est de 1583 lieues à peu près. 1583 lieues et un tiers. Mettons 1600 lieues en chiffres ronds. Sur un voyage de 1600 lieues, nous en avons fait 12. Comme tu dis. Et cela au prix de 85 lieues de diagonale. Parfaitement. En 20 jours environ. En 20 jours. Or, 16 lieues font le centième du rayon terrestre. À continuer ainsi, nous mettrons donc 2000 jours, ou près de 5 ans et demi à descendre. Le professeur ne répondit pas. Sans compter que si une verticale de 16 lieues s'achète par une horizontale de 80, cela ferait 8000 lieues dans le sud-est, et il y aura longtemps que nous serons sortis par un point de la circonférence avant d'en atteindre le centre. « Au diable tes calculs !» répliqua mon oncle avec un mouvement de colère. « Au diable tes hypothèses ! Sur quoi reposent-elles? Qui te dit que ce couloir ne va pas directement à notre but? D'ailleurs, j'ai pour moi un précédent. Ce que je fais là, un autre l'a fait. Et où il a réussi, je réussirai à mon tour. Je l'espère. Mais enfin, il t'est permis de te taire, Axel, quand tu voudras déraisonner de la sorte. Je vis bien que le terrible professeur menaçait de reparaître sous la peau de l'oncle, et je me tins pour averti. Maintenant, reprit-il, consulte le manomètre. Qu'indique-t-il? Une pression considérable. Bien. Tu vois qu'en descendant doucement, en nous habituant peu à peu à la densité de cette atmosphère, nous n'en souffrons aucunement. Aucunement, sauf quelques douleurs d'oreille. Ce n'est rien, et tu feras disparaître ce malaise en mettant l'air extérieur en communication rapide avec l'air contenu dans tes poumons. Parfaitement, répondis-je, bien décidé à ne plus contrarier mon oncle. Il y a même un plaisir véritable à se sentir plongé dans une atmosphère plus dense. Avez-vous remarqué à quelle intensité le son se propage? Sans doute. Un sourd finirait par y entendre à merveille. Mais cette densité augmentera sans aucun doute. Oui, suivant une loi assez peu déterminée. Il est vrai que l'intensité de la pesanteur diminuera à mesure que nous descendrons. Tu sais que c'est à la surface même de la Terre que son action se fait le plus vivement ressentir, et qu'au centre du globe, les objets ne pèsent plus. Je le sais, mais dites-moi, cet air ne finira-t-il pas par acquérir la densité de l'eau? Sans doute, sous une pression de 710 atmosphères. Et plus bas, cette densité s'accroîtra encore. Comment descendrons-nous alors? Eh bien, nous mettrons des cailloux dans nos poches. Ma foi, mon oncle, vous avez réponse à tout. Je n'osais pas aller plus avant dans le champ des hypothèses, car je me serais encore heurté à quelque impossibilité qui eût fait bondir le professeur. Il était évident, cependant, que l'air sous une pression qui pouvait atteindre des milliers d'atmosphères finirait par passer à l'état solide. Et alors,
En admettant que nos corps eussent résisté, il faudrait s'arrêter en dépit de tous les raisonnements du monde. Mais je ne fis pas valoir ces arguments. Mon oncle m'aurait encore riposté par son éternel Saknussemm, précédent sans valeur, car, en tenant pour avéré le voyage du savant islandais, il y avait une chose bien simple à répondre. Au XVIe siècle, ni le baromètre ni le manomètre n'étaient inventés. Comment donc Saknussemm avait-il pu déterminer son arrivée au centre du globe? Mais je gardai cette objection pour moi, et j'attendis les événements. Le reste de la journée se passa en calcul et en conversation. Je fus toujours de l'avis du professeur Lidenbrock, et j'enviais la parfaite indifférence de Hans, qui, sans chercher les effets et les causes, s'en allait aveuglément où le menait la destinée. Chapitre 26. Il faut l'avouer, les choses jusqu'ici se passaient bien, et j'aurais eu mauvaise grâce à me plaindre. Si la moyenne des difficultés ne s'accroissait pas, nous ne pouvions manquer d'atteindre notre but. Et quelle gloire alors! J'en étais arrivé à faire ces raisonnements à la Lidenbrock. Sérieusement, cela tenait-il au milieu étrange dans lequel je vivais? Peut-être. Pendant quelques jours, des pentes plus rapides, quelques-unes même d'une effrayante verticalité, nous engagèrent profondément dans le massif interne. Par certaines journées, on gagnait à 1 lieue et demie, à 2 lieues vers le centre. Descentes périlleuses, pendant lesquelles l'adresse de Hans et son merveilleux sang-froid nous furent très utiles. Cet impassible Islandais se dévouait avec un incompréhensible sans-façon, et grâce à lui, plus d'un mauvais pas fut franchi dont nous ne serions pas sortis seuls. Par exemple, son mutisme s'augmentait de jour en jour. Je crois même qu'il nous gagnait. Les objets extérieurs ont une action réelle sur le cerveau. Qui s'enferme d'entre 4 murs finit par perdre la faculté d'associer les idées et les mots. Que de prisonniers cellulaires devenus imbéciles, sinon fous, par le défaut d'exercice des facultés pensantes. Pendant les 2 semaines qui suivirent notre dernière conversation, il ne se produisit aucun incident digne d'être rapporté. Je ne trouve dans ma mémoire, et pour cause, qu'un seul événement d'une extrême gravité. Il m'eût été difficile d'en oublier le moindre détail. Le 7 août, nos descentes successives nous avaient menés à une profondeur de 30 lieues, c'est-à-dire qu'il y avait sur notre tête 30 lieues de rocs, d'océans, de continents et de villes. Nous devions être alors à 200 lieues de l'Islande. Ce jour-là, le tunnel suivait un plan peu incliné. Je marchais en avant. Mon oncle portait l'un des 2 appareils de Ruhmkorff et moi l'autre. J'examinais les couches de granit. Tout à coup, en me tournant, je m'aperçus que j'étais seul. Bon, pensai-je, j'ai marché trop vite, ou bien Hans et mon oncle se sont arrêtés en route. Allons, il faut les rejoindre. Heureusement, le chemin ne monte pas sensiblement. Je revins sur mes pas. Je marchais pendant un quart d'heure. Je regardais. Personne. J'appelais. Point de réponse. Ma voix se perdit au milieu des caverneux échos qu'elle éveilla soudain. Je commençais à me sentir inquiet. Un frisson me parcourut tout le corps. Un peu de calme, dis-je à voix haute. Je suis sûr de retrouver mes compagnons. Il n'y a pas de 2 routes. Or, j'étais en avant et retournons en arrière. Je remontais pendant une demi-heure. J'écoutais si quelque appel ne s'était pas adressé, et dans cette atmosphère si dense, il pouvait m'arriver de loin. Un silence extraordinaire régnait dans l'immense galerie. Je m'arrêtais. Je ne pouvais croire à mon isolement. Je voulais bien être égaré, non, perdu. Égaré, on se retrouve. Voyons, répétai-je. Puisqu'il n'y a qu'une route, puisqu'ils la suivent, je dois les rejoindre. Il suffira de remonter encore. À moins que, ne me voyant pas et oubliant que je les devançais, il n'ait eu la pensée de revenir en arrière. Eh bien, même dans ce cas, en me hâtant, je les retrouverai, c'est évident. Je répétais ces derniers mots comme un homme qui n'est pas convaincu. D'ailleurs, pour associer ces idées si simples et les réunir sous forme de raisonnement, je dus employer un temps fort long.
Un doute me prit alors. Étais-je bien en avant? Certes, Hans me suivait, précédant mon oncle. Il s'était même arrêté pendant quelques instants pour rattacher ses bagages sur son épaule. Ce détail me revenait à l'esprit. C'est à ce moment même que j'avais dû continuer ma route. D'ailleurs, pensai-je, j'ai un moyen sûr de ne pas m'égarer, un fil pour me guider dans ce labyrinthe, et qui ne saurait casser mon fidèle ruisseau. Je n'ai qu'à remonter son cours et je retrouverai forcément les traces de mes compagnons. Ce raisonnement me ranima et je résolus de remettre en marche sans perdre un instant. Combien je bénis alors la prévoyance de mon oncle lorsqu'il empêcha le chasseur de boucher l'entraille faite à la paroi de granit. Ainsi, cette bienfaisante source, après nous avoir désaltérés pendant la route, allait me guider à travers ces sinuosités de l'écorce terrestre. Avant de remonter, je pensais qu'une ablution me ferait quelque bien. Je me baissai donc pour plonger mon front dans l'eau du Hansbach. Que l'on juge ma stupéfaction. Je foulais un granit sec et raboteux. Le ruisseau ne coulait plus à mes pieds. Chapitre 27. Je ne puis peindre mon désespoir. Nul mot de la langue humaine ne rendrait mes sentiments. J'étais enterré vif, avec la perspective de mourir dans les tortures de la faim et de la soif. Machinalement, je promenais mes mains brûlantes sur le sol. Que ce roc me semblait desséché. Mais comment avais-je abandonné le cours du ruisseau? Car, enfin, il n'était plus là. Je compris alors la raison de ce silence étrange quand j'écoutais pour la dernière fois si quelque appel de mes compagnons ne parvenait à mon oreille. Ainsi, au moment où mon premier pas s'engagea dans la route imprudente, je ne remarquai point cette absence du ruisseau. Il est évident qu'à ce moment, une bifurcation de la galerie s'ouvrit devant moi, tandis que le Hansbach obéissait aux caprices d'une autre pente, et s'en allait avec mes compagnons vers les profondeurs inconnues. Comment revenir? De traces, il n'y en avait pas. Mon pied ne laissait aucune empreinte sur ce granit. Je me brisais la tête à chercher la solution de cet insoluble problème. Ma situation se résumait en un seul mot. Perdu. Oui, perdu à une profondeur qui me semblait incommensurable. Ces 30 lieues d'écorce terrestre pesaient sur mes épaules d'un poids épouvantable. Je me sentais écrasé. J'essayais de ramener mes idées aux choses de la terre. C'est à peine si je pus y parvenir. Hambourg, la maison de Königsgrasse, ma pauvre Grauben, tout ce monde sur lequel je m'égarais, passa rapidement devant mon esprit, effrayé. Je revis dans une vive hallucination les incidents du voyage, la traversée de l'Islande, M. Fridriksson, le Sneffels. Je me dis que si, dans ma position, je conservais encore l'ombre d'une espérance, ce serait signe de folie, et qu'il valait mieux désespérer. En effet, quelle puissance humaine pouvait me ramener à la surface du globe et disjoindre ces voûtes énormes qui s'arc-boutaient au-dessus de ma tête? Qui pouvait me remettre sur la route du retour et me réunir à mes compagnons? « Oh, mon oncle !» m'écriai-je avec l'accent du désespoir. Ce fut le seul mot de reproche qui me vint aux lèvres, car je compris que le malheureux homme devait souffrir en me cherchant à son tour. Quand je me vis ainsi au dehors de tout secours humain, incapable de rien tenter pour mon salut, je songeais au secours du ciel. Les souvenirs de mon enfance, ceux de ma mère que je n'avais connus qu'au temps des baisers, revinrent à la mémoire. Je recourus à la prière, quelque peu de droit que j'eusse d'être entendu du Dieu auquel je m'adressais si tard et que j'implorais avec ferveur. Ce retour vers la Providence me rendit un peu de calme, et je pus concentrer sur ma situation toutes les forces de mon intelligence. J'avais pour 3 jours de vivres, et ma gourde était pleine. Cependant, je ne pouvais rester seul plus longtemps. Mais fallait-il monter ou descendre? Monter, évidemment. Monter, toujours. Je devais arriver ainsi au point où j'avais abandonné la source à la funeste bifurcation. Là, une fois le ruisseau sous mes pieds, je pourrais toujours regagner le sommet du Sneffels. Comment n'y avais-je pas songé plus tôt?
Il y avait évidemment là une chance de salut. Le plus pressé était donc de retrouver le cours du Hansbach. Je me levai et, m'appuyant sur mon bâton ferré, je remontai la galerie. La pente en était assez raide. Je marchais avec espoir et sans embarras, comme un homme qui n'a le choix du chemin à suivre. Pendant une demi-heure, aucun obstacle n'arrêta mes pas. J'essayais de reconnaître ma route à la forme du tunnel, à la saillie de certaines roches, à la disposition des infractuosités. Mais aucun signe particulier ne frappait mon esprit et je reconnus bientôt que cette galerie ne pouvait me ramener à la bifurcation. Elle était sans issue. Je me heurtai contre un mur impénétrable et je tombai sur le roc. De quelle épouvante, de quel désespoir je fus saisi alors, je ne saurais le dire. Je demeurais anéanti. Ma dernière espérance venait de se briser contre cette muraille de granit. Perdu dans ce labyrinthe dont les sinuosités se croisaient en tous sens, je n'avais plus à tenter une fuite impossible. Il fallait mourir de la plus effroyable des morts. Et, chose étrange, il me vint à la pensée que si mon corps fossilisé se retrouvait un jour, sa rencontre à 30 lieues dans les entrailles de la terre soulèverait de graves questions scientifiques. Je voulus parler à voix haute, mais de rauques accents passèrent seuls entre mes lèvres desséchées. Je haletais. Au milieu de ces angoisses, une nouvelle terreur vint s'emparer de mon esprit. Ma lampe s'était faussée en tombant. Je n'avais aucun moyen de la réparer. Sa lumière pâlissait et allait me manquer. Je regardais le courant lumineux s'amoindrir dans le serpentin de l'appareil. Une procession d'ombres mouvantes se déroula sur les parois assombries. Je n'osais plus abaisser ma paupière, craignant de perdre le moindre atome de cette clarté fugitive. À chaque instant, il me semblait qu'elle allait s'évanouir et que le noir m'envahissait. Enfin, une dernière lueur trembla dans la lampe. Je la suivis, je l'aspirai du regard. Je concentrai sur elle toute la puissance de mes yeux, comme sur la dernière sensation de lumière qui leur fut donnée d'éprouver, et je demeurai plongé dans les ténèbres immenses. Quel cri terrible m'échappa. Sur terre, au milieu des profondes nuits, la lumière m'abandonne jamais entièrement ses droits. Elle est diffuse, elle est subtile. Mais si peu qu'il en reste, la rétine de l'œil finit par l'apercevoir. Ici, rien. L'ombre absolue faisait de moi un aveugle dans toute l'acception du mot. Alors ma tête se perdit. Je me relevai, les bras en avant, essayant des tâtonnements les plus douloureux. Je me pris à fuir, précipitant mes pas au hasard dans cet inextricable labyrinthe, descendant toujours, courant à travers la croûte terrestre, comme un habitant des failles souterraines, appelant, criant, hurlant, bientôt meurtri aux saillies des rocs, tombant et me relevant ensanglanté, cherchant à boire ce sang qui m'inondait le visage, en attendant toujours que quelque muraille imprévue vînt s'offrir à ma tête, un obstacle pour s'y briser. Où me conduisit cette course insensée? Je l'ignorerais toujours. Après plusieurs heures, sans doute à bout de force, je tombai comme une masse inerte le long de la paroi, et je perdis tout sentiment d'existence. Chapitre 28. Quand je revins à la vie, mon visage était mouillé, mes raies mouillées de larmes. Combien dura cet état d'insensibilité que je ne saurais dire. Je n'avais plus aucun moyen de me rendre compte du temps. Jamais solitude ne fut semblable à la mienne, jamais abandon si complet. Après ma chute, j'avais perdu beaucoup de sang, je m'en sentais inondé. Ah, combien je regrettais de n'être pas mort, et que ce fût encore à faire. Je ne voulais plus penser. Je chassais toute idée, et vaincu par la douleur, je me roulais près de la paroi opposée. Déjà, je sentais l'évanouissement me reprendre, et avec lui l'anéantissement suprême, quand un bruit violent vint me frapper mon oreille. Il ressemblait au roulement prolongé du tonnerre,
et j'entendis les ondes sonores se perdre peu à peu dans les lointaines profondeurs du gouffre. D'où venait ce bruit? De quelque phénomène sans doute qui s'accomplissait au sein du massif terrestre. L'explosion d'un gaz ou la chute de quelque puissante assise du globe. J'écoutais encore. Je voulais savoir si ce bruit se renouvellerait. Un quart d'heure se passa. Le silence régnait dans la galerie. Je n'entendais même plus les battements de mon cœur. Tout à coup, mon oreille, appliquée par hasard sur la muraille, crut surprendre des paroles vagues, insaisissables, lointaines. Je tressaillis. C'est une hallucination, pensai-je. Mais non. En écoutant avec plus d'attention, j'entendis réellement un murmure de voix. Mais de comprendre ce qui se disait, c'est que ma faiblesse ne me permit pas. Cependant, on parlait, j'en étais certain. J'eus un instant la crainte que ces paroles ne fussent les miennes, rapportées par un écho. Peut-être avais-je crié à mon insu. Je fermai fortement les lèvres et j'appliquai à nouveau mon oreille sur la paroi. Oui, certes, on parle, on parle. En me portant même à quelques pieds plus loin, le long de la muraille, j'entendis plus distinctement. Je parvins à saisir des mots incertains, bizarres, incompréhensibles. Ils m'arrivaient comme des paroles prononcées à la voix basse, murmurées pour ainsi dire. Le mot « Folrorad » était plusieurs fois répété, avec un accent de douleur. Que signifiait-il? Qui le prononçait? Mon oncle ou Hans, évidemment. Mais si je les entendais, ils pouvaient donc m'entendre. « À moi !» criai-je de toutes mes forces. « À moi !» J'écoutais, j'épiais dans l'ombre d'une réponse. Un cri, un soupir. Rien ne se fit entendre. Quelques minutes se passèrent. Tout un monde d'idées avait éclos dans mon esprit. Je pensais à ma voix affaiblie, qui ne pouvait arriver jusqu'à mes compagnons. « Car ce sont eux, répétai-je. Quels autres hommes seraient enfouis à 30 lieues sous terre ?» Je me mis à écouter. En promenant mon oreille sur la paroi, je trouvai un point mathématique où les voix paraissaient atteindre leur maximum d'intensité. Le mot « Folrorad » revint encore à mon oreille, puis ce roulement de tonnerre qui m'avait tiré de ma torpeur. « Non, dis-je, non, ce n'est point à travers le massif que ces voix se font entendre. La paroi est faite de granit et elle ne permettrait pas à la plus forte détonation de la traverser. Ce bruit arrive par la galerie même. Il faut qu'il y ait là un effet d'acoustique tout particulier. » J'écoutai de nouveau, et cette fois, oui, cette fois, j'entendis mon nom distinctement, jeté à travers l'espace. C'était mon oncle qui le prononçait. Il causait avec le guide, et le mot « Folrorad » était un mot danois. Alors, je compris tout. Pour me faire entendre, il fallait précisément parler le long de cette muraille qui servirait à conduire ma voix comme le fil de fer conduit l'électricité. Mais je n'avais pas de temps à perdre. Que mes compagnons se fussent éloignés de quelques pas et le phénomène d'acoustique eût été détruit. Je m'approchai donc de cette muraille et je prononçai les mots aussi distinctement que possible. « Mon oncle Lidenbrock !» J'attendis de la plus vive anxiété. Le son n'a pas une rapidité extrême. La densité des couches d'air n'accroît même pas sa vitesse. Elle n'augmente que son intensité. Quelques secondes, des siècles se passèrent, et enfin les paroles arrivèrent à mon oreille. « Axel, Axel, est-ce toi ?»« Oh oui, oui, répondis-je. »« Mon enfant, où es-tu ?»« Perdu dans la plus profonde obscurité. »« Mais ta lampe, éteinte, et le ruisseau, disparu. Axel, mon pauvre Axel, reprends courage. » « Attendez un peu, je suis épuisé, je n'ai plus la force de répondre. Mais parlez-moi. »« Courage, reprit mon oncle. Ne parle pas, écoute-moi. Nous t'avons cherché en remontant et en descendant. La galerie, impossible de te trouver. Ah, je t'ai bien pleuré, mon enfant. Enfin, te supposant toujours sur le chemin du Hansbach. Nous sommes redescendus en tirant des coups de fusil. Maintenant, si nos voix peuvent se réunir, pur effet d'acoustique,
Nos mains ne peuvent se toucher. Mais ne te désespère pas, Axel. C'est déjà quelque chose de t'entendre. Pendant ce temps, j'avais réfléchi. Un certain espoir, vague encore, me revenait au cœur. Tout d'abord, une chose m'importait à connaître. J'approchai donc des lèvres de la muraille et je dis « Mon oncle, mon enfant ?» me fut répondu après quelques instants. « Il faut d'abord savoir quelle distance nous sépare. » « Cela est facile. Vous avez un chronomètre ? » ?»« Oui. » »« Eh bien, prenez-le, prononcez mon nom en notant exactement la seconde où vous parlerez. Je le répéterai et vous observerez également le moment précis auquel il vous arrivera ma réponse. Bien, et la moitié du temps compris entre ma demande et ta réponse indiquera celui que ma voix emploie pour arriver jusqu'à toi. C'est cela, mon oncle. Es-tu prêt ? Oui. Eh bien, fais attention, je vais prononcer ton nom. J'appliquai mon oreille sur la paroi et dès que le mot Axel me parvint, je répondis immédiatement Axel. Puis, j'attendis. 40 secondes, dit alors mon oncle. Il s'est écoulé 40 secondes entre les deux mots. Le son met donc 20 secondes à monter. Or, à 1020 pieds par seconde, cela fait 20 400 pieds, ou 1 lieue et demie et 1/8. 1 lieue et demie, murmurai-je. Eh bien, cela se franchit, Axel. Mais faut-il monter ou descendre ? Descendre, et voici pourquoi. Nous sommes arrivés à un vaste espace auquel aboutissent un grand nombre de galeries. Celle que tu as suivie ne peut manquer de t'y conduire, car il semble que toutes ces fentes, ces fractures du globe rayonnent autour de l'immense caverne que nous occupons. Relève-toi donc et reprends ta route. Marche, traîne-toi s'il le faut, glisse sur les pentes rapides et tu trouveras nos bras pour te recevoir au bout du chemin. En route, mon enfant, en route. Ces paroles me ranimèrent. Adieu, mon oncle, m'écriai-je. Je pars. Vos voix ne pourront plus communiquer entre elles du moment que j'aurai quitté cette place. Adieu donc. Au revoir, Axel, au revoir. Telles furent les dernières paroles que j'entendis. Cette surprenante conversation, faite à travers de la masse terrestre, échangée à plus d'1 lieue de distance, se termina sur ces paroles d'espoir. Je fis une prière de reconnaissance à Dieu, car il m'avait conduit parmi ces immensités sombres, au seul point peut-être où la voix de mes compagnons pouvait me parvenir. Ces effets d'acoustique très étonnants s'expliquaient facilement par les seules lois physiques. Ils provenaient de la forme du couloir et de la conductibilité de la roche. Il y a bien des exemples que cette propagation de sons non perceptibles aux espaces intermédiaires. Je me souviens qu'en maint endroit, ce phénomène fut observé, entre autres dans la galerie intérieure du dôme de Saint-Paul à Londres, et surtout au milieu de curieuses cavernes de Sicile, ces latomies situées près de Syracuse, dont la plus merveilleuse en ce genre est connue sous le nom d'oreille de Denis. Ces souvenirs me revinrent à l'esprit, et je vis clairement que, puisque la voix de mon oncle arrivait jusqu'à moi, aucun obstacle n'existait entre nous. En suivant le chemin du son, je devais logiquement arriver comme lui, si les forces ne me trahissaient pas en route. Je me levai donc, je me traînais plutôt que je ne marchais. La pente était assez rapide, je me laissai glisser. Bientôt, la vitesse de ma descente s'accrut dans une effrayante proportion et menaçait de ressembler à une chute. Je n'avais plus la force de m'arrêter. Tout à coup, le terrain manqua sous mes pieds. Je me sentis rouler en rebondissant sur les aspérités d'une galerie verticale. Un véritable puits. Ma tête porta sur un roc aigu et je perdis connaissance. Chapitre 29. Lorsque je revins à moi, j'étais dans une demi-obscurité, étendu sur d'épaisses couvertures. Mon oncle veillait, épiant sur mon visage un reste d'existence. À mon premier soupir, il me prit la main. À mon premier regard, il poussa un cri de joie. « Il vit! Il vit !» s'écria-t-il. « Oui, répondis-je d'une voix faible. »« Mon enfant, fit mon oncle en me serrant sur sa poitrine. Te voilà sauvé. » Je fus vivement touché de l'accent dont furent prononcées ces paroles, et plus encore des soins qui les accompagnèrent. Mais il fallait de telles épreuves pour provoquer chez le professeur un pareil épanchement.
En ce moment, Hans arriva. Il vit ma main dans celle de mon oncle. J'ose affirmer que ses yeux exprimèrent un vif contentement. Goddag, dit-il. Bonjour, Hans, bonjour, murmurai-je. Et maintenant, mon oncle, apprenez-moi. Où nous sommes en ce moment? Demain, Axel, demain. Aujourd'hui, tu es encore trop faible. J'ai entouré ta tête de compresses qu'il ne faut pas déranger. Dors donc, mon garçon, et demain tu sauras tout. Mais au moins, repris-je, quel jour est-il? 11 heures du soir. C'est aujourd'hui dimanche 9 août, et je ne te permets plus de m'interroger avant le 10 du présent mois. En vérité, j'étais bien faible, et mes yeux se fermèrent involontairement. Il me fallait une nuit de repos. Je me laissai donc assoupir sous cette pensée que mon isolement avait duré 4 jours. Le lendemain, à mon réveil, je regardais autour de moi. Ma couchette, faite de toutes ces couvertures du voyage, se trouvait installée dans une grotte charmante, ornée de magnifiques stalagmites, dont le sol était recouvert d'un sable fin. Il y régnait une demi-obscurité. Aucune torche, aucune lampe n'était allumée. Et cependant, certaines clartés inexplicables venaient du dehors en pénétrant par une étroite ouverture de la grotte. J'entendais aussi un murmure vague et défini, semblable à celui des flots qui se brisent sur une grève, et parfois les sifflements de la brise. Je me demandais si j'étais bien éveillé, si je rêvais encore, si mon cerveau fêlé dans ma chute ne percevait pas des bruits purement imaginaires. Cependant, ni mes yeux ni mes oreilles ne pouvaient se tromper à ce point. C'est un rayon du jour, pensai-je, qui se glisse par cette fente de rocher. Voilà bien le murmure des vagues. Voilà le sifflement de la brise. Est-ce que je me trompe, ou sommes-nous revenus à la surface de la terre? Mon oncle a-t-il renoncé à son expédition, ou l'aurait-il heureusement terminée? Je me posais ces insolubles questions quand le professeur entra. « Bonjour, Axel, fit-il joyeusement. Je gagerais bien volontiers que tu te portes bien. »« Mais oui, dis-je, en me redressant sur les couvertures. »« Cela devait être, car tu as tranquillement dormi. Hans et moi, nous t'avons veillé tour à tour, et nous avons vu ta guérison faire des progrès sensibles. En effet, je me sens ragaillardi, et la preuve, c'est que je ferai honneur au déjeuner que vous voudrez bien me servir. Tu mangeras, mon garçon. La fièvre t'a quitté. Hans a frotté tes plaies avec je ne sais quel onguent dont les Islandais ont le secret, et elles se sont cicatrisées à merveille. C'est un fier d'homme que notre chasseur. » Tout en parlant, mon oncle apprêtait quelques aliments que je dévorais, malgré ses recommandations. Pendant ce temps, je l'accablais de questions auxquelles il s'empressa de répondre. J'appris alors que ma chute providentielle m'avait précisément amené à l'extrémité d'une galerie presque perpendiculaire, comme j'étais arrivé au milieu d'un torrent de pierres dont la moins grosse eût suffi à m'écraser. Il fallait en conclure qu'une partie du massif avait glissé avec moi. Cet effrayant véhicule me transporta ainsi jusque dans les bras de mon oncle, où je tombai sanglant, inanimé. « Véritablement, me dit-il, il est étonnant que tu te sois pas tué 1000 fois. Mais pour Dieu, ne nous séparons plus, car nous risquerions de ne jamais nous revoir. » Ne nous séparons plus. Le voyage n'était-il donc pas fini? J'ouvrais de grands yeux étonnés, ce qui provoqua immédiatement cette question. « Qu'as-tu donc, Axel? Une demande à vous adresser. Vous dites que me voilà sain et sauf. Sans doute. J'ai tous mes membres intacts. Certainement. Et ma tête? Ta tête, sauf quelques contusions, est parfaitement à sa place sur tes épaules. Eh bien, j'ai peur que mon cerveau ne soit dérangé. Dérangé? Oui. Ne sommes-nous pas revenus à la surface du globe? Non, certes. Alors il faut que je sois fou, car j'aperçois la lumière du jour. J'entends le bruit du vent qui souffle et la mer qui se brise. Ah, n'est-ce que cela? M'expliquerez-vous? Je ne t'expliquerai rien, car c'est inexplicable. Mais tu verras et tu comprendras que la science géologique n'a pas encore dit son dernier mot. Sortons donc, m'écriai-je en me levant brusquement. Non, Axel, non. Le grand air pourrait te faire du mal. Le grand air? Oui. Le vent est assez violent, je ne veux pas que tu t'exposes ainsi. Mais je vous assure que j'ai
me porte à merveille. Un peu de patience, mon garçon. Une rechute nous mettrait dans l'embarras, et il ne faut pas perdre de temps, car la traversée peut être longue. La traversée. Oui, repose-toi encore aujourd'hui, et nous nous embarquerons demain. Nous embarquer? Ce dernier mot me fit bondir. Quoi? Nous embarquer? Avions-nous donc un fleuve, un lac, une mer à notre disposition? Un bâtiment était-il mouillé dans quelque port intérieur? Ma curiosité fut excitée au plus haut point. Mon oncle essaya vainement de me retenir. Quand il vit que mon impatience me ferait plus de mal que la satisfaction de mes désirs, il céda. Je m'habillai rapidement. Par surcroît de précaution, je m'enveloppai dans une des couvertures, et je sortis de la grotte. Chapitre 30. D'abord, je ne vis rien. Mes yeux, déshabitués de la lumière, se fermèrent brusquement. Lorsque je pus les rouvrir, je demeurai encore plus stupéfait qu'émerveillé. « La mer !» m'écriai-je. « Oui, » répondit mon oncle. « La mer Lidenbrock, et j'aime à le croire, aucun navigateur ne me disputera l'honneur de l'avoir découverte, et le droit de la nommer de mon nom. » Une vaste nappe d'eau, le commencement d'un lac ou d'un océan, s'étendait au-delà des limites de la vue. Le rivage, largement échancré, offrait aux dernières ondulations des vagues un sable fin, doré, et parsemé de ces petits coquillages où vécurent les premiers êtres de la création. Les flots ne s'y brisaient avec le murmure sonore particulier au milieu clos et immense. Une légère écume s'envolait au souffle d'un vent modéré, et quelques embruns m'arrivaient au visage. Sur cette grève légèrement inclinée, à 100 toises environ de la lisière des vagues, venaient mourir les contreforts de rochers énormes qui montaient en s'évasant à une incommensurable hauteur. Quelques-uns, déchirant le rivage de leurs arêtes aiguës, formaient des caps et des promontoires rongés par la dent du ressac. Plus loin, l'œil suivait leur masse nettement profilée sur les fonds brumeux de l'horizon. C'était un océan véritable, avec le contour capricieux des rivages terrestres, mais désert et d'un aspect effroyablement sauvage. Si mes regards pouvaient se promener au loin sur cette mer, c'est qu'une lumière spéciale en éclairait les moindres détails. Non pas la lumière du soleil avec ses faisceaux éclatants et l'irradiation splendide de ses rayons, ni la lueur pâle et vague de l'astre des nuits, qui n'est qu'une réflexion sans chaleur. Non, le pouvoir éclairant de cette lumière, sa diffusion tremblante, sa blancheur claire et sèche, le peu d'élévation de sa température, son éclat supérieur en réalité à celui de la lune, accusait évidemment une origine purement électrique. C'était comme une aurore boréale, un phénomène cosmique continu qui remplissait cette caverne capable de contenir un océan. La voûte suspendue au-dessus de ma tête, le ciel, si l'on veut, semblait fait de grands nuages vapeurs mobiles et changeantes qui, par l'effet de la condensation, devaient, à de certains jours, se résoudre en pluie torrentielle. J'aurais cru que, sous une pression aussi forte de l'atmosphère, l'évaporation de l'eau ne pouvait se produire. Et cependant, par une raison physique qui m'échappait, il y avait de larges nuées étendues dans l'air. Mais alors, il faisait beau. Les nappes électriques produisaient d'étonnants jeux de lumière sur les nuages très élevés. Des ombres vives se dessinaient à leurs volutes inférieures, et souvent, entre deux couches disjointes, un rayon se glissait jusqu'à nous avec une remarquable intensité. Mais, en somme, ce n'était pas le soleil, puisque la chaleur manquait à sa lumière. L'effet en était triste et souverainement mélancolique. Au lieu d'un firmament brillant d'étoiles, je sentais par-dessus ces nuages une voûte de granit qui m'écrasait de tout son poids, et cet espace n'eût pas suffi, tout immense qu'il fût, à la promenade du moins ambitieux des satellites. Je me souvins alors que cette théorie d'un capitaine anglais qui assimilait la Terre à une vaste sphère creuse, à l'intérieur de laquelle l'air se maintenait lumineux par suite de la pression, tandis que deux astres, Pluton et Proserpine, y traçaient leurs mystérieuses orbites. Aurait-il dit vrai?
Nous étions réellement emprisonnés dans une énorme excavation. Sa largeur, on ne pouvait la juger, puisque le rivage allait s'élargissant à perte de vue, ni sa longueur, car le regard était bientôt arrêté par une ligne d'horizon un peu indécise. Quant à sa hauteur, elle devait dépasser plusieurs lieues. Où cette voûte s'appuyait-elle sur ces contreforts de granit? L'œil ne pouvait l'apercevoir. Mais il y avait tels nuages suspendus dans l'atmosphère dont l'élévation devait être estimée à 2000 toises, altitude supérieure à celle des vapeurs terrestres, et due sans doute à la densité considérable de l'air. Le mot caverne ne rend pas évidemment ma pensée pour peindre ces immenses lieux. Mais les mots de la langue humaine ne peuvent suffire à qui se hasarde dans les abîmes du globe. Je ne savais pas, d'ailleurs, par quel fait géologique expliquer l'existence d'une pareille excavation. Le refroidissement du globe avait-il pu la produire? Je connaissais bien par les récits des voyageurs certaines cavernes célèbres, mais aucune ne présentait de telles dimensions. Si la grotte de Guachara en Colombie, visitée par M. de Humboldt, n'avait pas livré le secret de sa profondeur aux savants, qu'il a reconnu sur un espace de 2500 pieds, elle ne s'étendait vraisemblablement pas beaucoup au-delà. L'immense caverne du Mammouth, dans le Kentucky, offrait bien des proportions gigantesques, puisque sa voûte s'élevait à 500 pieds au-dessus du lac insondable, et que les voyageurs le parcoururent pendant plus de 10 lieues sans en rencontrer la fin. Mais qu'étaient ces cavités auprès de celles que j'admirais alors, avec son ciel de vapeur, ses irradiations électriques et une vaste mer renfermée dans ses flancs? Mon imagination se sentait impuissante devant cette immensité. Toutes ces merveilles, je les contemplais en silence. Les paroles me manquaient pour rendre mes sensations. Je croyais assister dans quelques planètes lointaines, Uranus ou Neptune, à des phénomènes dont ma nature terrestrielle n'avait pas conscience. À des sensations nouvelles, il fallait des mots nouveaux, et mon imagination ne me les fournissait pas. Je regardais, je pensais, j'admirais avec une stupéfaction mêlée d'une certaine quantité d'effroi. L'imprévu de ce spectacle avait rappelé sur mon visage les couleurs de la santé. J'étais en train de me traiter par l'étonnement et d'opérer ma guérison au moyen de cette nouvelle thérapeutique. D'ailleurs, la vivacité d'un air très dense me ranimait, en fournissant plus d'oxygène à mes poumons. On concevra sans peine qu'après un emprisonnement de 47 jours dans une étroite galerie, c'était une jouissance infinie que d'aspirer cette brise chargée d'humides émanations salines. Aussi, n'eus-je point à me repentir d'avoir quitté ma grotte obscure. Mon oncle, déjà, fait à ces merveilles, ne s'étonnait plus. « Te sens-tu la force de te promener un peu ?» me demanda-t-il. « Oui, certes, répondis-je, et rien ne me sera plus agréable. »« Eh bien, prends mon bras, Axel, et suivons les sinuosités du rivage. » J'acceptai avec empressement, et nous commençâmes à côtoyer cet océan nouveau. Sur ma gauche, des rochers abrupts grimpés les uns sur les autres formaient un entassement titanesque d'un prodigieux effet. Sur leurs flancs se déroulaient d'innombrables cascades qui s'en allaient en nappes limpides et retentissantes. Quelques légères vapeurs sautant d'un roc à l'autre marquaient la place des sources chaudes, et des ruisseaux coulaient doucement vers le bassin commun en cherchant dans les pentes l'occasion de murmurer plus agréablement. Parmi ces ruisseaux, je reconnus notre fidèle compagnon de route, le Hansbach, qui venait se perdre tranquillement dans la mer comme s'il n'eût jamais fait autre chose depuis le commencement du monde. « Il nous manquera désormais, » dis-je avec soupir. « Bah, » répondit le professeur, « lui ou un autre, qu'importe, je trouvais la réponse peu ingrate. Un peu ingrate. Mais en ce moment, mon attention fut attirée par un spectacle inattendu. À 500 pas au détour d'un haut promontoire, une forêt, haute, touffue, épaisse, apparut à nos yeux. Elle était faite d'arbres de moyenne grandeur, taillés en parasols réguliers, à contours nets et géométriques.
Les courants de l'atmosphère ne semblaient pas avoir de prise sur leur feuillage, et au milieu des souffles, ils demeuraient immobiles comme un massif de cèdre pétrifié. Je hâtai le pas. Je ne pouvais mettre un nom à ces essences singulières. Ne faisaient-elles point partie des 200 000 espèces végétales connues jusqu'alors, et fallait-il leur accorder une place spéciale dans la flore des végétations lacustres? Non. Quand nous arrivâmes sur leurs ombrages, ma surprise ne fut plus que de l'admiration. En effet, je me trouvais en présence de produits de la terre, mais taillés sur un patron gigantesque. Mon oncle les appela immédiatement de leur nom. « Ce n'est qu'une forêt de champignons, dit-il. » Et il ne se trompait pas. Que l'on juge du développement acquis par ces plantes chères aux milieux chauds et humides, je savais que le Lycoperdron giganteum atteint, suivant Bulliard, 8 à 900 pieds de circonférence. Mais il s'agissait ici de champignons blancs, hauts de 30 à 40 pieds, avec une calotte de diamètre égal. Ils étaient là par milliers. La lumière ne parvenait pas à percer leur épais ombrage, et une obscurité complète régnait sous ces dômes juste apposés, comme des toits ronds d'une cité africaine. Cependant, je voulus pénétrer plus avant. Un froid mortel descendait de ces voûtes charnues. Pendant une demi-heure, nous errâmes dans ces humides ténèbres, et ce fut avec un véritable sentiment de bien-être que je retrouvai les bords de la mer. Mais la végétation de cette contrée souterraine ne s'en tenait pas à ces champignons. Plus loin, s'élevait par groupes un grand nombre d'autres arbres au feuillage décoloré. Ils étaient faciles à reconnaître. C'étaient les humbles arbustes de la terre avec des dimensions phénoménales. Des lycopodes hauts de 100 pieds, des sigillaires géantes, des fougères arborescentes, grandes comme des sapins, de haute latitude. Des lépidodendrons à tiges cylindriques, bifurquées, terminées par de longues feuilles et hérissées de poils rudes comme de monstrueuses plantes grasses. « Étonnant, magnifique, splendide !» s'écria mon oncle. « Voilà toute la flore de la seconde époque du monde, de l'époque de transition. Voilà ces humbles plantes de nos jardins qui se faisaient arbres au premier siècle du globe. Regarde, Axel, admire, jamais botaniste ne s'est trouvé à pareille fête. » Vous avez raison, mon oncle. La Providence semble avoir voulu conserver dans cette immense serre ces plantes antédiluviennes que la sagacité des savants a reconstruites avec tant de bonheur. Tu dis bien, mon garçon, c'est une serre, mais tu dirais mieux encore en ajoutant que c'est peut-être une ménagerie. Une ménagerie? Oui, sans doute. Vois cette poussière que nous foulons aux pieds, ces ossements éparses sur le sol. Des ossements? m'écriai-je. Oui, des ossements d'animaux antédiluviens. Je m'étais précipité sur ces débris séculaires, faits d'une substance minérale indestructible. Je mettais sans hésiter un nom à des os gigantesques qui ressemblaient à des troncs d'arbres desséchés. Voilà la mâchoire inférieure du mastodonte, disais-je. Voilà les molaires du dinotherium. Voilà le fémur qui ne peut avoir qu'appartenu au plus grand de ces animaux, le mégatherium. Oui, c'est bien une ménagerie, car ces ossements n'ont certainement pas été transportés jusqu'ici par un cataclysme. Les animaux auxquels ils appartiennent ont vécu sur les rivages de cette mer souterraine, à l'ombre de ces plantes arborescentes. Tenez, j'aperçois des squelettes entiers. Et cependant, dit mon oncle, je ne comprends pas la présence de pareils quadrupèdes dans une caverne de granit. Pourquoi? Parce que la vie animale n'a existé sur Terre qu'aux périodes secondaires, lorsque le terrain sédimentaire a été formé par les alluvions et a remplacé les roches incandescentes à l'époque primitive. Eh bien, Axel, il y a une réponse bien simple à faire à ton objection. C'est que ce terrain-ci est un terrain sédimentaire. Comment? À une pareille profondeur, au-dessous de la surface de la Terre? Sans doute. Et ce fait peut s'expliquer géologiquement. À une certaine époque, la Terre n'était formée que d'une écorce élastique, soumise à des mouvements alternatifs de haut en bas, en vertu des lois de l'attraction. Il est probable que des affaiblissements du sol se sont produits et qu'une partie des terrains sédimentaires a été entraînée au fond du gouffre subitement ouvert. Cela doit être, mais si des animaux antédiluviens ont vécu dans ces régions souterraines,
Qui nous dit que l'un de ces monstres n'erre pas encore au milieu de ces forêts sombres ou derrière ces rocs escarpés? À cette idée, j'interrogeais non sans effroi les divers points de l'horizon. Mais aucun être vivant n'apparaissait sur les rivages déserts. J'étais un peu fatigué. J'allais m'asseoir alors à l'extrémité d'un promontoire au pied duquel les flots venaient se briser avec fracas. De là, mon regard embrassait toute cette baie formée par une échancrure de la côte. Au fond, un petit port s'y trouvait ménagé entre des roches pyramidales. Ses eaux calmes dormaient à l'abri du vent. Un brick et 2 ou 3 goélettes auraient pu y mouiller à l'aise. Je m'attendais presque à voir quelques navires sortant de toute voile dehors, en prenant le large sous la brise du sud. Mais cette illusion se dissipa rapidement. Nous étions bien les seules créatures vivantes de ce monde souterrain. Par certaines accalmies du vent, un silence plus profond que les silences du désert descendait sur les rocs arides et pesait à la surface de l'océan. Je cherchais alors à percer les brumes lointaines, à déchirer ce rideau jeté sur le fond mystérieux de l'horizon. Quelle demande se pressait sur mes lèvres? Où finissait cette mer? Où conduisait-elle? Pourrions-nous jamais en reconnaître les rivages opposés? Mon oncle n'en doutait pas, pour son compte. Moi, je le désirais et je le craignais à la fois. Après 1 heure passée dans la contemplation de ces merveilleux spectacles, nous reprîmes le chemin de la grève pour regagner la grotte, et ce fut sous l'empire des plus étranges pensées que je m'endormis d'un profond sommeil. Chapitre 31. Le lendemain, je me réveillai complètement guéri. Je pensais qu'un bain me serait très salutaire et j'allais me plonger pendant quelques minutes dans les eaux de cette Méditerranée. Ce nom, à coup sûr, elle le méritait entre tous. Je revins déjeuner avec un bel appétit. Hans s'entendait à cuisiner notre petit menu. Il avait de l'eau et du feu à sa disposition, de sorte qu'il put varier un peu notre ordinaire. Au dessert, il nous servit quelques tasses de café, et jamais ce délicieux breuvage ne me parut plus agréable à déguster. Maintenant, dit mon oncle, voici l'heure de la marée, et il ne faut pas manquer d'occasion d'étudier ce phénomène. Comment, la marée? M'écriai-je. Sans doute. L'influence de la lune et du soleil se fait sentir jusqu'ici? Pourquoi pas? Les corps ne sont-ils pas soumis dans leur ensemble à l'attraction universelle? Cette masse d'eau ne peut donc échapper à cette loi générale. Aussi, malgré la pression atmosphérique qui s'exerce à la surface, tu vas la voir se soulever comme l'Atlantique lui-même. En ce moment, nous foulions le sable du rivage et les vagues gagnaient peu à peu la grève. « Voilà bien le flot qui commence !» m'écriai-je. « Oui, Axel, et d'après ces relais d'écume, tu peux voir que la mer s'élève d'une 10aine de pieds environ. » C'est merveilleux. Non, c'est naturel. Vous avez beau dire, tout cela me paraît extraordinaire, et c'est à peine si j'en crois mes yeux. Qui eût jamais imaginé dans cette écorce terrestre un océan véritable, avec ses flux et ses reflux, avec ses brises, avec ses tempêtes? Pourquoi pas? Y a-t-il une raison physique qui s'y oppose? Je n'en vois pas, du moment qu'il faut abandonner le système de la chaleur centrale. Donc, jusqu'ici, la théorie de Davy se trouve justifiée. Évidemment. Et dès lors, rien ne contredit l'existence de mers ou de contrées à l'intérieur du globe. Bon. Pourquoi ces eaux ne donneraient-elles pas asile à quelques poissons d'une espèce inconnue? En tout cas, nous n'en avons pas aperçu un seul jusqu'ici. Eh bien, nous pouvons fabriquer des lignes et voir si l'hameçon aura autant de succès ici-bas que dans les océans sublunaires. Nous essayerons, Axel, car il faut pénétrer tous les secrets de ces régions nouvelles. Mais où sommes-nous, mon oncle? Car je ne vous ai point encore posé cette question à laquelle vos instruments ont dû répondre. Horizontalement, à 350 lieues de l'Islande. Tout autant?
Je suis sûr de ne pas me tromper de 500 toises. Et la boussole indique toujours le sud-est? Oui, avec une déclinaison occidentale de 19 degrés et 42 minutes, comme sur Terre, absolument. Pour son inclinaison, il se passe un fait curieux que j'ai observé avec le plus grand soin. Et lequel? C'est que l'aiguille, au lieu de s'incliner vers le pôle, comme elle le fait dans l'hémisphère boréal, se relève au contraire. Il faut donc en conclure que le point d'attraction magnétique se trouve compris entre la surface du globe et l'endroit où nous sommes parvenus? Précisément. Et il est probable que si nous arrivions sous les régions polaires, vers ce 70e degré où James Ross a découvert le pôle magnétique, nous verrions l'aiguille se dresser verticalement. Donc, ce mystérieux centre d'attraction ne se trouve pas situé à une grande profondeur. En effet, et voilà un fait que la science n'a pas soupçonné. La science, mon garçon, est faite d'erreurs, mais d'erreurs qu'il est bon de commettre, car elles mènent peu à peu à la vérité. Et à quelle profondeur sommes-nous? À une profondeur de 35 lieues. Ainsi, dis-je, en considérant la carte, la partie montagneuse de l'Écosse est au-dessus de nous, et là, les monts Grampians élèvent à une prodigieuse hauteur leurs cimes couvertes de neige. Oui, répondit le professeur en riant. C'est un peu lourd à porter, mais la voûte est solide. Le grand architecte de l'univers l'a construite en bons matériaux, et jamais l'homme n'eût pu lui donner une pareille portée. Que sont les arches des ponts et les arceaux des cathédrales auprès de cette nef d'un rayon de 300 lieues, d'un rayon de 3 lieues, sous laquelle un océan et des tempêtes peuvent se développer à leurs aises? Oh, je ne crains pas que le ciel me tombe sur la tête. Maintenant, mon oncle, quels sont vos projets? Ne comptez-vous pas retourner à la surface du globe? Retourner? Par exemple, continuer notre voyage, au contraire, puisque tout a si bien marché jusqu'ici. Cependant, je ne vois pas comment nous pénétrerions sous cette plaine liquide. Cependant, oh, je ne prétends point m'y précipiter la tête la première, mais si les océans ne sont à proprement parler que des lacs, puisqu'ils sont entourés de terre, à plus forte raison cette mer intérieure se trouverait-elle circonscrite par le massif granitique. Cela n'est pas douteux. Eh bien, sur les rivages opposés, je suis certain de trouver de nouvelles issues. Quelle longueur supposez-vous donc à cet océan? 30 ou 40 lieues. Ah, fis-je, tout en imaginant que cette estime pouvait bien être inexacte. Ainsi, nous n'avons pas de temps à perdre, et dès demain nous prendrons la mer. Involontairement, je cherchai des yeux le navire qui devait nous transporter. Ah, dis-je, nous nous embarquerons. Bien, et sur quel bâtiment prendrons-nous passage? Ce ne sera pas sur un bâtiment, mon garçon, mais sur un bon et solide radeau. Un radeau? M'écriai-je. Un radeau? Est tout aussi impossible à construire qu'un navire, et je ne vois pas trop... Tu ne vois pas, Axel? Mais si tu écoutais, tu pourrais entendre. Entendre? Oui, certains coups de marteau qui t'apprendraient que Hans est déjà à l'œuvre. Il a construit un radeau? Oui. Comment? Il a déjà fait tomber des arbres sous sa hache? Oh, les arbres étaient tous abattus. Viens, et tu le verras à l'ouvrage. Après un quart d'heure de marche, de l'autre côté du promontoire qui formait le petit port naturel, j'aperçus Hans au travail. Quelques pas encore, et je fus près de lui. À ma grande surprise, un radeau à demi terminé s'étendait sur le sable. Il était fait de poutres, d'un bois particulier, et un grand nombre de madriers, de courbes, de couples, de toute espèce, jonchaient littéralement le sol. Il y avait là de quoi construire une marine entière. Mon oncle, m'écriai-je, quel est ce bois? C'est du pin, du sapin, du bouleau, toutes les espèces des conifères du Nord minéralisées sous l'action des eaux de la mer. Est-il possible? C'est ce que l'on appelle du surtarbrandur, ou du bois fossile.
Mais alors, comme les lignites, il doit avoir la dureté de la pierre et il ne pourra flotter. Quelquefois, cela arrive. Il y a de ces bois qui sont devenus de véritables anthracites, mais d'autres, tels que ceux-ci, n'ont encore subi qu'un commencement de transformation fossile. Regarde plutôt, ajouta mon oncle en jetant à la mer une de ses précieuses épaves. Le morceau de bois, après avoir disparu, revint à la surface des flots et oscilla au gré de leurs ondulations. « Es-tu convaincu ?» dit mon oncle. « Convaincu surtout que cela n'est pas croyable. » Le lendemain soir, grâce à l'habileté du guide, le radeau était terminé. Il avait 10 pieds de long sur 5 de large. Les poutres de surtabrandure, reliées entre elles par de fortes cordes, offraient une surface solide et une fois lancée, cette embarcation improvisée flotta tranquillement sur les eaux de la mer Lidenbrock. Chapitre 32. Le 13 août, on se réveilla de bon matin. Il s'agissait d'inaugurer un nouveau genre de locomotion rapide et peu fatigant. Un mât fait de 2 bâtons jumelés, une vergue formée d'un 3e, une voile empruntée à une couverture composait tout le gréement du radeau. Les cordes ne manquaient pas, le tout était solide. À 6 heures, le professeur donna le signal d'embarquer. Les vivres, les bagages, les instruments, les armes et une notable quantité d'eau douce se trouvaient en place. Hans avait installé un gouvernail qui lui permettait de diriger son appareil flottant. Il se mit à la barre. Je détachai l'amarre qui nous retenait au rivage. La voile fut orientée et nous débordâmes rapidement. Au moment de quitter le petit port, mon oncle, qui tenait à sa nomenclature géographique, voulut lui donner un nom, le mien, entre autres. « Ma foi, dis-je, j'en ai un autre à vous proposer. »« Lequel ?»« Le nom de Grauben. Port Grauben. Cela ferait très bien sur la carte. »« Va pour Port Grauben. » Et voilà comment le souvenir de ma chère Virlandaise se rattacha à mon heureuse expédition. La brise soufflait du nord-est. Nous filions vent arrière avec une extrême rapidité. Les couches très denses de l'atmosphère avaient une poussée considérable et ils agissaient sur la voile comme un puissant ventilateur. Au bout d'1 heure, mon oncle avait pu se rendre compte de notre vitesse. « Si nous continuons à marcher ainsi, dit-il, nous ferons au moins 30 lieues par 24 heures, et nous ne tarderons pas à reconnaître les rivages opposés. » Je ne répondis pas, et j'allais prendre place à l'avant du radeau. Déjà, la côte septentrionale s'abaissait à l'horizon. Les 2 bras du rivage s'ouvraient largement, comme pour faciliter notre départ. Devant mes yeux s'étendait une mer immense. De grands nuages promenaient rapidement à sa surface, leurs ombres grisâtres qui semblaient peser sur cette eau morne. Les rayons argentés de la lumière électrique, réfléchis çà et là par quelques gouttelettes, faisaient éclore des points lumineux sur les côtés de l'embarcation. Bientôt, toute terre fut perdue de vue, tout point de repère disparut, et, sans le sillage écumeux du radeau, j'aurais pu croire qu'il demeurait dans une parfaite immobilité. Vers midi, des algues immenses vinrent onduler à la surface des flots. Je connaissais la puissance végétative de ces plantes qui rampent à une profondeur de plus de 12 000 pieds au fond des mers, se reproduisent sous une pression de près de 400 atmosphères et forment souvent des bancs assez considérables pour entraver la marche des navires. Mais jamais, je crois, algues ne furent plus gigantesques que celles de la mer de Lidenbrock. Notre radeau longea ses fucus longs de 3 ou 4 000 pieds, immenses serpents qui se développaient hors de la portée de la vue. Je m'amusais à suivre du regard leur ruban infini, croyant toujours en atteindre l'extrémité, et pendant des heures entières, ma passion s'était trompée, sinon mon étonnement. Quelle force naturelle pouvait produire de telles plantes, et quel devait être l'aspect de la terre au premier siècle de sa formation? Quand,
Sous l'action de la chaleur et de l'humidité, le règne végétal se développait seul à sa surface. Le soir arriva, et ainsi que je l'avais remarqué la veille, l'état lumineux de l'air ne subit aucune diminution. C'était un phénomène constant sur la durée, duquel on pouvait compter. Après le souper, je m'étendis au pied du mât, et je ne tardai pas à m'endormir au milieu d'indolentes rêveries. Hans, immobile au gouvernail, laissait courir le radeau qui, d'ailleurs, poussé par vent arrière, ne demandait même pas à être dirigé. Depuis notre départ de Port Graüben, le professeur Lidenbrock m'avait chargé de tenir le journal du bord, de noter les moindres observations, de consigner les phénomènes intéressants, la direction du vent, la vitesse acquise, le chemin parcouru, en un mot, tous les incidents de cette étrange navigation. Je me bornerai donc à reproduire ici ces notes quotidiennes, écrites, pour ainsi dire, sous la dictée des événements, afin de donner un récit plus exact de notre traversée. Vendredi 14 août. Brise égale du nord-ouest. Le radeau marche avec rapidité et en ligne droite. La côte reste à 30 lieues sous le vent, rien à l'horizon, l'intensité de la lumière ne varie pas, beau temps, c'est-à-dire que les nuages sont fort élevés, peu épais et baignés dans une atmosphère blanche comme serait de l'argent en fusion. Thermomètre, plus 32 degrés. À midi, Hans prépare un hameçon à l'extrémité d'une corde. Il amorce avec un petit morceau de viande et le jette à la mer. Pendant 2 heures, il ne prend rien. Ces eaux sont donc inhabitées? Non. Une secousse se produit. Hans tire sa ligne et ramène un poisson qui se débat vigoureusement. « Un poisson !» s'écrie mon oncle. « C'est un esturgeon !» m'écriai-je à mon tour. « Un esturgeon de petite taille !» Le professeur regarde attentivement l'animal et ne partage pas mon opinion. Ce poisson a la tête plate, arrondie et à la partie antérieure du corps couverte de plaques osseuses. Sa bouche est privée de dents. Ses nageoires pectorales, assez développées, sont ajustées à son corps dépourvu de queue. Cet animal appartient bien à un ordre où les naturalistes ont classé l'esturgeon, mais il en diffère par des côtés assez essentiels. Mon oncle ne s'y trompe pas, car après un examen assez court, il dit « Ce poisson appartient à une famille éteinte depuis des siècles et dont on retrouve les traces fossiles dans le terrain dévonien. » « Comment, dis-je, nous aurions pu prendre vivant un de ces habitants de mer primitive ?» « Oui, répondit le professeur en continuant ses observations. Et tu vois que ces poissons fossiles n'ont aucune identité avec les espèces actuelles. Or, tenir un de ces êtres vivants, c'est un véritable bonheur de naturaliste. Mais à quelle famille appartient-il ? À l'ordre des ganoïdes, famille de céphalaspides. Genre, eh bien, genre de Pteryctis. J'en jurerais. Mais celui-ci offre une particularité qui, dit-on, se rencontre chez les poissons des eaux souterraines. Laquelle ? Il est aveugle. Aveugle ? Non seulement aveugle, mais l'organe de la vue lui manque absolument. Je regarde. Rien n'est plus vrai. Mais ce peut être un cas particulier. La ligne est donc amorcée de nouveau et rejetée à la mer. Cet océan, à coup sûr, est fort poissonneux, car en 2 heures, nous prenons une grande quantité de Pteryctis, ainsi que des poissons appartenant à une famille également éteinte, les diptérides, mais dont mon oncle ne peut connaître le genre. Tous sont dépourvus de l'organe de la vue. Cette pêche inespérée renouvelle avantageusement nos provisions. Ainsi donc, cela paraît constant. Cette mer ne renferme que des espèces fossiles dans lesquelles les poissons, comme les reptiles, sont d'autant plus parfaits que leur création est plus ancienne. Peut-être rencontrerons-nous quelques-uns de ces sauriens de la science a su refaire avec un bout d'ossement ou de cartilage. Je prends la lunette et j'examine la mer. Elle est déserte. Sans doute sommes-nous encore trop rapprochés des côtes. Je regarde dans les airs. Pourquoi quelques-uns de ces oiseaux reconstruits par l'immortel Cuvier ne battraient-ils pas de leurs ailes,
ces lourdes couches atmosphériques? Les poissons leur fourniraient une suffisante nourriture. J'observe l'espace, mais les airs sont inhabités comme les rivages. Cependant, mon imagination m'emporte dans les merveilleuses hypothèses de la paléontologie. Je rêve tout éveillé. Je crois voir à la surface des eaux ces énormes chécites, ces tortues antédiluviennes, semblables à des îlots flottants. Il me semble que sur les grèves assombries passent des grands mammifères des premiers jours. Le leptotherium, trouvé dans les cavernes du Brésil, le méricotherium, venu des régions glacées de la Sibérie. Plus loin, le pachyderme lopiodon, ce tapir gigantesque, se cache derrière les rocs, prêt à disputer sa proie à l'anoplotherium, animal étrange qui tient du rhinocéros, du cheval et de l'hippopotame et du chameau, comme si le Créateur, pressé aux premières heures du monde, eût réuni plusieurs animaux en un seul. Le mastodonte géant fait tournoyer sa trompe et broie sous ses défenses les rochers du rivage, tandis que le mégatherium, arc-bouté sur ses énormes pattes, fouille la terre en éveillant par ses rugissements l'écho des granits sonores. Plus haut, le protopithèque, le premier singe apparu à la surface du globe, gravit les cimes ardues. Plus haut encore, le ptérodactyle, à la main ailée, glisse comme une large chauve-souris sur l'air comprimé. Enfin, dans les dernières couches, des oiseaux immenses, plus puissants que le cassoar, plus grands que l'autruche, déploient leurs vastes ailes et vont donner de la tête contre la paroi de la voûte granitique. Tout ce monde fossile renaît dans mon imagination. Je me reporte aux époques bibliques de la création, bien avant la naissance de l'homme, lorsque la terre incomplète ne pouvait lui suffire encore. Mon rêve, alors, devance l'apparition des êtres animés. Les mammifères disparaissent, puis les oiseaux, puis les reptiles de l'époque secondaire, et enfin les poissons, les crustacés, les mollusques, les articulés. Les zoophytes de la période de transition retournent au néant à leur tour. Toute la vie de la terre se résume en moi, et mon cœur est seul à battre dans ce monde dépeuplé. Il n'y a plus de saison, il n'y a plus de climat. La chaleur propre du globe s'accroît sans cesse et neutralise celle de l'astre radieux. La végétation s'exagère. Je passe comme une ombre au milieu des fougères arborescentes, foulant de mon pas incertain les marnes irisées et les grès bigarrés du sol. Je m'appuie au tronc des conifères immenses. Je me couche à l'ombre des cénophilies, des astéorophiles et des lycopodes hauts de 100 pieds. Les siècles s'écoulent comme des jours. Je remonte la série des transformations terrestres. Les plantes disparaissent, les roches granitiques perdent de leur dureté. L'état liquide va remplacer l'état solide sous l'action d'une chaleur plus intense. Les eaux courent à la surface du globe. Elles bouillonnent, elles se volatilisent. Les vapeurs enveloppent la terre qui, peu à peu, ne forme plus qu'une masse gazeuse portée au rouge blanc, grosse comme le soleil et blanche comme lui. Au centre de cette nébuleuse, 1400 000 fois plus considérable que le globe qu'elle va former un jour, je suis entraîné dans les espaces planétaires. Mon corps se subtilise, se sublime à son tour, et se mélange comme un atome impondérable à des immenses vapeurs qui tracent dans l'infini leurs orbites enflammées. Quel rêve! Où m'emporte-t-il? Ma main fiévreuse en jette sur le papier les étranges détails. J'ai tout oublié, et le professeur, et le guide, et le radeau. Une hallucination s'est emparée de mon esprit. « Qu'as-tu » dit mon oncle. Mes yeux, tout ouverts, se fixent à lui sans le voir. « Prends garde, Axel, tu vas tomber à la mer !» En même temps, je me sens saisir vigoureusement par la main de Hans. Sans lui, sous l'empire de mon rêve, je me précipitais dans les flots. « Est-ce qu'il devient fou ?» s'écrie le professeur.
Qu'y a-t-il? Dis-je enfin en revenant à moi. Es-tu malade? Non, j'ai eu un moment d'hallucination, mais il est passé. Tout va bien. D'ailleurs? Oui, bonne prise. Belle-mère. Nous filons rapidement, et si mon estime ne m'a pas trompé, nous ne pouvons tarder à atterrir. À ces paroles, je me lève, je consulte l'horizon. Mais la ligne d'eau se confond toujours avec la ligne des nuages. Chapitre 33. Samedi 15 août. La mer conserve sa monotone uniformité. Nulle terre n'est en vue. L'horizon paraît excessivement reculé. J'ai la tête encore alourdie par la violence de mon rêve. Mon oncle n'a pas rêvé, lui, mais il est de mauvaise humeur. Il parcourt tous les points de l'espace avec ses lunettes et se croise les bras d'un air dépité. Je remarque que le professeur Lidenbrock tend à redevenir l'homme impatient du passé, et je consigne le fait sur mon journal. Il a fallu mes dangers et mes souffrances pour tirer de lui quelque étincelle d'humanité. Mais, depuis ma guérison, la nature a repris le dessus. Et cependant, pourquoi s'emporter? Le voyage ne s'accomplit-il pas dans des circonstances les plus favorables? Est-ce que le radeau ne file pas avec une merveilleuse rapidité? Vous semblez inquiet, mon oncle, dis-je en le voyant souvent porter la lunette à ses yeux. Inquiet? Non. Impatient, alors. On le serait, à moins. Cependant, nous marchons avec vitesse. Que m'importe, ce n'est pas la vitesse qui est trop petite, c'est la mer qui est trop grande. Je me souviens alors que le professeur, avant notre départ, estimait à une trentaine de lieues la longueur de ce souterrain. Or, nous avions parcouru un chemin 3 fois plus long, et les rivages du sud n'apparaissaient pas encore. Nous ne descendons pas, reprend le professeur. Tout cela est du temps perdu, et, en somme, je ne suis pas venu si loin pour faire une partie de bateau sur un étang. Il appelle cette traversée une partie de bateau, et cette mer un étang. Mais, dis-je, puisque nous avons suivi la route indiquée par Saknussemm, c'est la question. Avons-nous suivi cette route? Saknussemm a-t-il rencontré cette étendue d'eau? L'a-t-il traversée? Le ruisseau que nous avons pris pour guide ne nous a-t-il pas complètement égarés? En tout cas, nous ne pouvons regretter d'être venus jusqu'ici. Ce spectacle est magnifique et... Il ne s'agit pas de voir. Je me suis proposé un but et je le veux atteindre. Ainsi, ne me parle pas d'admirer. Je me le tiens pour dit et je le laisse le professeur se ronger les lèvres d'impatience. À 6 heures du soir, Hans réclame sa paye et ses 3 rixdales lui sont comptés. Dimanche 16 août. Rien de nouveau, même temps. Le vent a une légère tendance à fraîchir. En me réveillant, mon premier soin est de constater l'intensité de la lumière. Je crains toujours que le phénomène électrique ne vienne à s'obscurcir, puis à s'éteindre. Il n'en est rien. L'ombre du radeau est nettement dessinée à la surface des flots. Vraiment, cette mer est infinie. Elle doit avoir la largeur de la Méditerranée, ou même de l'Atlantique, pourquoi pas. Mon oncle sonde à plusieurs reprises. Il attache un des plus lourds pics à l'extrémité d'une corde qu'il laisse filer de 200 brasses. Pas de fond. Nous avons beaucoup de peine à ramener notre sonde. Quand le pic est remonté à bord, Hans me fait remarquer à sa surface des empreintes fortement accusées. On dirait que le morceau de fer a été vigoureusement serré entre 2 corps durs. Je regarde le chasseur. « Thunder !» dit-il. Je ne comprends pas. Je me tourne vers mon oncle, qui est entièrement absorbé dans ses réflexions. Je ne me soucie pas de le déranger. Je reviens vers l'Islandais. Celui-ci, ouvrant et refermant plusieurs fois la bouche, me fait comprendre sa pensée. « Des dents !» dis-je avec stupéfaction, en considérant plus attentivement la barre de fer. « Oui, ce sont bien des dents, dont l'empreinte s'est incrustée dans le métal. Les mâchoires gardent
qu'elles garnissent doivent posséder une force prodigieuse. Est-ce un monstre des espèces perdues qui s'agite sous la couche profonde des eaux? Plus vorace que le squale, plus redoutable que la baleine? Je ne puis détacher mes regards de cette barre à demi rongée. Mon rêve de la nuit dernière va-t-il devenir une réalité? Ces pensées m'agitent pendant tout le jour, et mon imagination se calme à peine dans un sommeil de quelques heures. Lundi, 17 août. Je cherche à me rappeler les instincts particuliers à ces animaux antédiluviens de l'époque secondaire qui, succédant aux mollusques, aux crustacés et aux poissons, précédèrent l'apparition des mammifères sur le globe. Le monde appartenait alors aux reptiles. Ces monstres régnaient en maîtres dans les mers jurassiques. La nature leur avait accordé la plus complète organisation. Quelle gigantesque structure! Quelle force prodigieuse! Les sauriens actuels, alligators ou crocodiles, les plus gros et les plus redoutables, ne sont que des réductions affaiblies de leurs pères aux premiers âges. Je frissonne à l'évocation que je fais de ces monstres. Nul œil humain ne les a vus vivants. Ils apparurent sur la Terre 1000 siècles avant l'homme, mais leurs ossements fossiles, retrouvés dans ce calcaire argileux que les Anglais nomment le Lia, ont permis de les reconstruire anatomiquement et de connaître leur colossale conformation. J'ai vu au muséum de Hambourg le squelette de l'un de ces sauriens qui mesurait 30 pieds de longueur. Suis-je donc destiné, moi, habitant de la Terre, à me trouver face à face avec ces représentants d'une famille antédiluvienne? Non, c'est impossible. Cependant, la marque des dents puissantes est gravée sur la barre de fer, et à leurs empreintes, je reconnais qu'elles sont coniques, comme celles du crocodile. Mes yeux se fixent avec effroi sur la mer. Je crains de voir s'élancer l'un de ces habitants des cavernes sous-marines. Je suppose que le professeur Lidenbrock partage mes idées, sinon mes craintes, car après avoir examiné le pic, il parcourt l'océan du regard. « Au diable, dis-je en moi-même, cette idée qu'il a eue de sonder. Il a troublé quelque animal marin dans sa retraite, et si nous ne sommes pas attaqués en route, je jette un coup d'œil sur les armes et je m'assure qu'elles sont en bon état. Mon oncle me voit faire et m'approuve du geste. Déjà, de larges agitations produites à la surface des flots indiquent le trouble des couches reculées. Le danger est proche. Il faut veiller. Mardi 18 août. Le soir arrive, ou plutôt le moment où le sommeil alourdit nos paupières, car la nuit manque en cet océan et l'implacable lumière fatigue obstinément nos yeux, comme si nous naviguions sous le soleil des mers arctiques. Hans est à la barre. Pendant son quart, je m'endors. 2 heures après, une secousse épouvantable me réveille. Le radeau a été soulevé hors des flots avec une indescriptible puissance et rejeté à 20 toises de là. « Qu'y a-t-il » s'écria mon oncle. « Avons-nous touché ?» Hans montre du doigt à une distance de 200 toises une masse noirâtre qui s'élève et s'abaisse tour à tour. Je regarde et je m'écrie. « C'est un marsouin colossal !»« Oh » réplique mon oncle, « oui, et voilà maintenant un lézard de mer d'une grosseur peu commune. » Et plus loin, un crocodile monstrueux, voyez sa large mâchoire et les rangées de dents dont elle est armée. « Ah ! Il disparaît !»« Une baleine !» s'écrie alors le professeur. J'aperçois ses nageoires énormes, vois l'air et l'eau qu'elle chasse par ses évents. En effet, 2 colonnes liquides s'élevèrent à une hauteur considérable au-dessus de la mer. Nous restons surpris, stupéfaits, épouvantés, en présence de ce troupeau de monstres marins. Ils ont des dimensions surnaturelles et le moindre d'entre eux briserait le radeau d'un coup de dent. Hans veut mettre la barre au vent, afin de fuir ce voisinage dangereux. Mais il aperçoit de l'autre bord d'autres ennemis non moins redoutables. Une tortue large de 40 pieds et un serpent long de 30 qui darde de sa tête énorme au-dessus des flots. Impossible de fuir.
Ces reptiles s'approchent. Ils tournent autour du radeau avec une rapidité que des convois lancés à grande vitesse ne sauraient égaler. Ils tracent autour de lui ces cercles concentriques. J'ai pris ma carabine. Mais quel effet peut produire une balle sur des écailles dont le corps de ces animaux est recouvert? Nous sommes muets d'effroi. Les voici qui s'approchent. D'un côté, le crocodile, de l'autre, le serpent. Le reste du troupeau marin a disparu. Je vais faire feu. Hans m'arrête d'un signe. Les deux monstres passent à 50 toises du radeau, se précipitent l'un sur l'autre, et leur fureur les empêche de nous apercevoir. Le combat s'engage à 100 toises du radeau. Nous voyons distinctement les deux monstres aux prises. Mais il me semble que maintenant les autres animaux viennent prendre part à la lutte. Le marsouin, la baleine, le lézard et la tortue. À chaque instant, je les entrevois, je les montre à l'Islandais. Celui-ci remue la tête négativement. « Tva, dit-il. »« Quoi, 2 » Il prétend que 2 animaux seulement. Il a raison, s'écrie mon oncle, dont la lunette n'a pas quitté les yeux. Par exemple? Oui, le premier de ces monstres a un museau d'un marsouin, la tête d'un lézard, les dents d'un crocodile, et voilà ce qui nous a trompés. C'est le plus redoutable des reptiles antédiluviens, l'Ichthyosaurus. Et l'autre? L'autre, c'est un serpent caché dans la carapace d'une tortue, le terrible ennemi du premier. Le Plésiosaurus. Hans a dit vrai. 2 monstres seulement troublent ainsi la surface de la mer, et j'ai devant les yeux 2 reptiles des océans primitifs. J'aperçois l'œil sanglant de l'Ichthyosaurus, gros comme la tête d'un homme. La nature l'a doué d'un appareil d'optique d'une extrême puissance et capable de résister à la pression des couches d'eau dans les profondeurs qu'il habite. On l'a justement nommé la baleine des sauriens, car il en a la rapidité et la taille. Celui-ci ne mesure pas moins de 100 pieds, et je peux juger de sa grandeur quand il dresse au-dessus des flots les nageoires verticales de sa queue. Sa mâchoire est énorme, et d'après les naturalistes, elle ne compte pas moins de 182 dents. Le Plésiosaurus, serpent à tronc cylindrique, à la queue courte, a les pattes disposées en forme de rame. Son corps est entièrement revêtu d'une carapace et son cou, flexible comme celui d'un cygne, se dresse à 30 pieds au-dessus des flots. Ces animaux s'attaquent avec une indescriptible furie. Ils soulèvent des montagnes liquides qui s'étendent jusqu'au radeau. 20 fois nous sommes sur le point de chavirer. Des sifflements d'une prodigieuse intensité se font entendre. Les 2 bêtes sont enlacées. Je ne puis les distinguer l'une et l'autre. Il faut tout craindre de la rage du vainqueur. 1 heure, 2 heures passent. La lutte continue avec le même acharnement. Les combattants se rapprochent du radeau et s'en éloignent tour à tour. Nous restons immobiles, prêts à faire feu. Soudain, l'Ichthyosaurus et le Plésiosaurus disparaissent en creusant un véritable maelstrom. Le combat va-t-il se terminer dans les prochaines profondeurs de la mer? Tout à coup, une tête énorme s'élance au dehors, la tête du Plésiosaurus. Le monstre est blessé à mort. Je n'aperçois plus son immense carapace. Seulement son cou se dresse, s'abat, se relève, se recourbe, cingle les flots comme un fouet gigantesque et se tord comme un ver coupé. L'eau rejaillit à une distance considérable. Elle nous aveugle. Mais bientôt, l'agonie du reptile touche à sa fin. Ses mouvements diminuent, ses contorsions s'apaisent, et ce long tronçon de serpent s'étend comme une masse inerte sur les flots calmés. Quant à l'Ichthyosaurus, a-t-il donc regagné sa caverne sous-marine, ou va-t-il reparaître à la surface de la mer? Chapitre 34. Mercredi 19 août. Heureusement, le vent qui souffle avec force nous a permis de fuir rapidement le théâtre du combat. Hans est toujours au gouvernail. Mon oncle,
tiré de ses absorbantes idées par les incidents de ce combat, retombe dans son impatiente contemplation de la mer. Le voyage reprend sa monotone uniformité que je ne tiens pas à rompre au prix des dangers d'hier. Jeudi 20 août. Brise nord-nord-est, assez inégale. Température chaude. Nous marchons avec une vitesse de 3 lieues et demie à l'heure. Vers midi, un bruit très éloigné se fait entendre. Je consigne ici le fait, sans pouvoir en donner l'explication. C'est un mugissement continu. Il y a au loin, dit le professeur, quelques rochers ou quelques îlots sur lesquels la mer se brise. Hans se hisse au sommet du mât, mais ne signale aucun écueil. L'océan est uni jusqu'à sa ligne d'horizon. 3 heures se passent. Les mugissements semblent provenir d'une chute d'eau éloignée. Je le fais remarquer à mon oncle, qui secoue la tête. J'ai pourtant la conviction que je ne me trompe pas. Courons-nous donc à quelque cataracte qui nous précipitera dans l'abîme ? Que cette manière de descendre plaise au professeur parce qu'elle se rapproche de la verticale, c'est possible. Mais à moi... En tout cas, il doit y avoir à quelques lieues au vent un phénomène bruyant, car maintenant les mugissements se font entendre avec une grande violence. Viennent-ils du ciel ou de l'océan ? Je porte mes regards vers les vapeurs suspendues dans l'atmosphère, et je cherche à sonder leur profondeur. Le ciel est tranquille. Les nuages, emportés au plus haut de la voûte, semblent immobiles et se perdent dans l'intense irradiation de la lumière. Il faut donc chercher ailleurs la cause de ce phénomène. J'interroge alors l'horizon pur et dégagé de toute brume. Son aspect n'a pas changé, mais si ce bruit vient d'une chute, d'une cataracte, si tout cet océan se précipite dans un bassin inférieur, si ces mugissements sont produits par une masse d'eau qui tombe, le courant doit s'activer et sa vitesse croissante peut me donner la mesure du péril dont nous sommes menacés. Je consulte le courant. Il est nul. Une bouteille vide que je jette à la mer reste sous le vent. Vers 4 heures, Hans se lève, se cramponne au mât et monte à son extrémité. De là, son regard parcourt l'arc de cercle de l'océan, décrit devant le radeau, et s'arrête à un point. Sa figure n'exprime aucune surprise, mais son poil est devenu fixe. « Il a vu quelque chose, dit mon oncle. Je le crois. » Hans redescend, puis il étend son bras vers le sud en disant « Der Nere !»« Là-bas » répond mon oncle. Et saisissant sa lunette, il regarde attentivement pendant 1 minute, qui me paraît un siècle. « Oui, oui » s'écrie-t-il. « Que voyez-vous » ? « Une gerbe immense qui s'élève au-dessus des flots. »« Encore quelque animal marin ?» Alors, mettons le cap plus à l'ouest, car nous ne savons pas à quoi nous tenir sur le danger de rencontrer ces monstres antédiluviens. Laissons aller, répond mon oncle. Je me retourne vers Hans. Hans maintient sa barre avec une inflexible rigueur. Cependant, si de la distance qui nous sépare de cet animal, et qu'il faut estimer à 12 lieues au moins, on peut apercevoir la colonne d'eau chassée par ces évents, il doit être d'une taille surnaturelle. Fuir serait se conformer aux lois de la plus vulgaire prudence. Mais nous ne sommes pas venus ici pour être prudents. On va donc en avant. Plus nous approchons, plus la gerbe grandit. Quel monstre peut s'emplir d'une pareille quantité d'eau et l'expulser ainsi sans interruption ? À 8 heures du soir, nous ne sommes pas à 2 lieues de lui. Son corps noirâtre, énorme, monstrueux, s'étend sur la mer comme un îlot. Est-ce une illusion ? Est-ce de l'effroi ? Sa longueur me paraît dépasser 1000 toises. Quel est donc ce cétacé que n'ont prévu ni les Cuvier ni les Blumenbach ? Il est immobile et comme endormi. La mer semble ne pouvoir le soulever, et ce sont les vagues qui ondulent sur ses flancs. La colonne d'eau projetée à une hauteur de 500 pieds avec un bruit assourdissant. Nous courons en insensé vers cette masse puissante
que 100 baleines ne nourriraient pas pour un jour. La terreur me prend. Je ne veux pas aller plus loin. Je couperai, s'il le faut, la drisse de la voile. Je me révolte contre le professeur qui ne me répond pas. Tout à coup, Hans se lève et, montrant du doigt le poing menaçant. « Holme !» dit-il. « Une île ?» s'écrie mon oncle. « Une île ?» dis-je à mon tour en haussant les épaules. « Évidemment !» répond le professeur en poussant un vaste éclat de rire. « Mais cette colonne d'eau ?»« Geyser !» fit Hans. « Eh, sans doute, geyser !» riposte mon oncle. « Un geyser pareil à ceux de l'Islande !» Je ne veux pas, d'abord, m'être trompé si grossièrement, avoir pris un îlot pour un monstre marin. Mais l'évidence se fait, et il faut enfin convenir de mon erreur. Il n'y a là qu'un phénomène naturel. À mesure que nous approchons, les dimensions de la gerbe liquide deviennent grandioses. L'îlot représente, à s'y méprendre, un cétacé immense dont la tête domine les flots à une hauteur de 10 toises. Le geyser, mot que les Islandais prononcent geysir, et qui signifie fureur, s'élève majestueusement à son extrémité. De sourdes détonations éclatent par instants, et l'énorme jet, pris de colère plus violente, secoue son panache de vapeur en bondissant jusqu'à la première couche de nuages. Il est seul. Ni fumerolles, ni source chaude ne l'entourent, et toute la puissance volcanique se résume en lui. Les rayons de la lumière électrique viennent se mêler à cette gerbe éblouissante dont chaque goutte se nuance de toutes les couleurs d'un prisme. « Accostons !» dit le professeur. Mais il faut éviter avec soin cette trompe d'eau qui coulerait le radeau en un instant. Hans, manœuvrant adroitement, nous amène à l'extrémité de l'îlot. Je saute sur le roc. Mon oncle me suit lestement, tandis que le chasseur demeure à son poste, comme un homme au-dessus de ses étonnements. Nous marchons sur le granit mêlé de tufs silicieux. Le sol frissonne sous nos pieds comme les flancs d'une chaudière où se tord de la vapeur surchauffée. Il est brûlant. Nous arrivons en vue d'un bassin central d'où le geyser s'élève. Je plonge dans l'eau qui coule en bouillonnant, un thermomètre à déversement, et il marche qu'une chaleur de 163 degrés. Ainsi donc, cette eau sort d'un foyer ardent. Cela contredit singulièrement les théories du professeur Lidenbrock. Je ne puis m'empêcher d'en faire la remarque. « Eh bien, réplique-t-il, qu'est-ce que cela prouve contre ma doctrine ?»« Rien, dis-je d'un ton sec, en voyant que je heurte un entêtement absolu. Néanmoins, je suis forcé d'avouer que nous sommes singulièrement favorisés jusqu'ici, et que, pour une raison qui m'échappe, ce voyage s'accomplit dans des conditions particulières de température. Mais il me paraît évident, certain, que nous arriverons un jour ou l'autre à ces régions où la chaleur centrale atteint les plus hautes limites et dépasse toutes les graduations des thermomètres. Nous verrons bien. C'est le mot du professeur qui, après avoir baptisé cet îlot volcanique du nom de son neveu, donne le signal de l'embarquement. Je reste pendant quelques minutes encore à contempler le geyser. Je remarque que son jet est irrégulier dans ses accès, qu'il diminue parfois d'intensité, puis reprend avec une nouvelle vigueur, ce que j'attribue aux variations de pression des vapeurs accumulées dans son réservoir. Enfin, nous partons en contournant les roches très accore du sud. Hans a profité de cette halte pour remettre le radeau en état. Mais avant de déborder, je fais quelques observations pour calculer la distance parcourue, et je les note sur mon journal. Nous avons franchi 270 lieues de mer depuis Port Grauben, et nous sommes à 620 lieues de l'Islande, sous l'Angleterre.